Très vite, tout le groupe entoure le bateau. Le Tursiops, l'autre nom du grand dauphin, peuple toutes les mers du globe. La Méditerranée, les eaux froides des océans et les eaux chaudes des Caraïbes. À quelques kilomètres du Mont Saint-Michel, sur les Grèves, un terrain d'aviation hors du commun. Ici, 3 fois par an, pendant les grandes marées, la mer recouvre les pistes jusqu'au pied des hangars. Mais ce matin, la voie est libre. Didier Hulin, pilote du LM, prépare sa machine pour le premier vol de la journée. Son passager aujourd'hui, c'est Romain Pilon. Guide dans la baie, il la connaît lui aussi parfaitement, mais il va la survoler pour la première fois. Je pense que ça va me surprendre, voilà, parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de le voir ainsi, donc il y a des choses qui doivent être très particulières vues d'en haut. Voir la baie comme un oiseau, ça va être très amusant. Moi, j'adore d'ailleurs voler très tôt le matin, ce qui est le cas là, et on va avoir vraiment de belles lumières sur la baie. Voilà, c'est parti. Super. Romain est un enfant du pays. Aujourd'hui, il partage sa passion pour cette baie exceptionnelle en la faisant découvrir à des visiteurs venus du monde entier. Ouais, les 2 gavions là. Ça se dégage un peu, on dirait, c'est peut-être un peu mieux pour... Ouais, ça va un peu mieux. Après quelques minutes de vol, l'ULM survole le Mont Saint-Michel. Ouais, super impressionnant, c'est vraiment joli, super joli. Vu du ciel, le Mont Saint-Michel est un véritable joyau dans son écrin de sable. Didier et Romain laissent le mont derrière eux et remontent vers le nord. Ils se dirigent vers Tomblaine, l'autre petite île au cœur de la baie. Un rocher sauvage peuplé d'oiseaux. Ils survolent maintenant les 25 000 hectares d'un espace unique entre terre et mer. La couleur de l'eau est absolument incroyable aussi. Dans les chenaux, on n'a pas du tout cette impression d'eau verdâtre lorsqu'on est au cœur de la mer. Et ça correspond en fait dans le fond de l'eau à un dépôt de micro-algues. On ne l'aperçoit pas lorsqu'on traverse les bras d'eau, alors que là, vu du ciel, on voit vraiment qu'il y a ce dépôt dans l'eau. Tu sais que j'ai le plus beau bureau du monde. C'est clair. On a l'impression d'un petit atoll. Voilà, la mer commence à remonter là. Ouais, tout à fait, ouais. Dans la baie du Mont Saint-Michel, il peut y avoir plus de 14 mètres de différence entre haute mer et basse mer. C'est un espace délicat à traverser à pied dont Romain connaît bien les dangers. Toute l'année, il le parcourt avec des randonneurs. Ah, c'est très impressionnant la progression de la marée. Là. On voit les rides formées par la progression de la marée. Ah, c'est vraiment super. Hein. C'est intéressant parce qu'on voit très bien comment on peut se faire piéger et encercler. Demain, Romain va faire découvrir à des visiteurs la magie de la montée des eaux autour du mont. Avec eux, il va aller à la rencontre du Mascaret, cette fameuse vague qui s'enfonce dans la baie à chaque grande marée. Un spectacle naturel, rare, prisé par les habitants de la région. Le lendemain, au petit jour, nous retrouvons Romain
avec un couple venu de Belgique. Vous voyez comme ça se fragilise, là? Attention. Attendez, on va avoir du mal à passer, attendez, faites attention. Faites demi-tour. Vous voyez là, c'est vraiment... Pour cette première traversée sur le sol instable de la baie, il faut suivre le guide avec attention. Là c'est très bien, vous allez rester sur la zone un peu ici parce que là c'est vraiment instable. Ils ont plus d'1 heure de marche avant d'atteindre le lit de la rivière Couesnon, où est attendue la vague. On va essayer de passer un peu plus loin, venez par là. L'intérêt qu'il y a pour la baie pendant le matin, là, c'est vraiment d'aller à la recherche d'instants particuliers. Voilà. Et en fait, moi, c'est surtout la volonté que j'ai voilà, en proposant ce type de sortie, c'est de faire découvrir la baie à des moments qui sont vraiment les plus formidables. Voilà. Quand elle devient mer alors qu'elle était désert, alors que vous êtes au milieu de cela, que vous sentez toute la puissance de l'eau, que vous profitez du lever du soleil, voilà. Enfin, même si aujourd'hui, il est plutôt discret. Entre les sables mouvants, le groupe s'enfonce un peu plus vers le Couesnon. Arrivé à la rivière, Romain fait découvrir au couple une spécificité de la baie. Sous la pression du courant, les berges de sable s'effondrent. Vous voyez, ça se fissure d'ailleurs à mes pieds, parce que là également, ça va tomber. On marche, vous voyez, sur un mélange sablo-vaseux, sablo-argileux, qu'on appelle de la tangue. Donc on se situe là sur une zone qu'on appelle en fait une micro-falaise, ou un talar. Donc une berge haute, où il est forcément déconseillé de, on va dire, s'engager pour traverser la rivière. Regardez la vague là-bas. Là, tu peux commencer, regarde, tu vois. Parce que là, en fait, elle prend bien le courant, regardez. On voit, il y a une ligne noire qui se forme. Et, regardez sur la gauche. Regardez sur la gauche, Ouais, la vague qui est en gauche, train de se former. on voit la vague qui grandit. Le flot arrive à plus de 9 km/h. Là, en fait, c'est deux forces qui s'opposent, simplement le courant des fleuves et l'onde de marée. Et donc, en fait, ça ne progresse que sur la rivière. Il n'y a qu'une vague. Regardez, regardez, là, on a une super vague, vraiment. Donc, c'est un vrai spectacle. Ouais, ouais. Ici, dans 2 heures, il y a 3,50 m d'eau. Là, vous avez un mascaret qui est assez sensationnel parce que c'est rare d'avoir des vagues aussi fortes que ça. À peine quelques minutes passées à observer le mascaret, et déjà, la vague se rapproche dangereusement du groupe. C'est très pédagogique de faire aussi ce type de sortie, parce que ça permet voilà, de prendre conscience aussi de la réelle dangerosité de la marée, de percevoir comment ça progresse toujours par les zones basses en premier, que vous pouvez donc vous faire encercler par la marée ainsi. Donc maintenant on va y aller. Et maintenant il faut y aller. Et puis c'est pas le moment de vous enliser bien entendu, hein, parce que si là vous vous enlisez, vous comprenez que... Tout le monde doit rejoindre au plus vite le fond de la baie pour échapper au flot. Après le passage du mascaret, les jours de grande marée, il ne faut qu'1 heure pour que le mont Saint-Michel soit de nouveau entouré d'eau et redevienne une île. Il a fallu 7 siècles pour ériger ici une abbaye. Un enchevêtrement de bâtiments autour d'une église abbatiale. Au sommet de la flèche trône l'archange Saint-Michel. La légende raconte qu'il est apparu à l'évêque d'Avranches en l'an 708 en lui demandant de construire une église sur ce rocher. Le mont Saint-Michel est né cette année-là. L'un des monuments les plus visités en France est aussi un village avec ses habitants. Ils sont 12 laïcs et autant de religieux à vivre ici toute l'année.
Chaque matin, frère Bernard-Marie gravit les 360 marches qui conduisent à l'abbaye pour la première messe de la journée, les laudes. Les religieux arrivent au Mont-Saint-Michel en 966. C'est la Révolution française qui les chasse. Ce n'est qu'en 1966 que l'État accepte le retour des bénédictins. Depuis 10 ans, ce sont les moines et les moniales de la communauté des fraternités de Jérusalem qui assurent une présence religieuse dans l'abbaye tout au long de l'année. La cérémonie à peine terminée, les frères et les sœurs font le ménage dans l'abbaye pour préparer le lieu sacré avant l'arrivée des visiteurs. On fait dans la durée ici. Donc on donne un bon coup de cire. C'est une cire qui est super efficace. Et puis surtout, effectivement, ça sent bon. Alors quand les gens rentrent dans l'abbatiale, ils sentent que c'est un lieu qui est habité, tout simplement. Attention, Laurent Nicolas, sois prudent, parce que là, tu risques de faire tomber des choses. On monte quand même assez haut pour les vitraux avec une... pour enlever les toiles d'araignée, les araignées. Bon, il y en a un petit peu, oui, ça reste discret. Comme c'est notre lieu de tous les jours de liturgie, c'est important qu'il soit propre et que, je veux dire, qu'on fasse attention au lieu où on est. Une simple attention, un simple amour, on pourrait dire. Du lieu qu'on habite dans une maison, c'est sûr qu'on aime bien que les choses soient à leur place. Les Japonais vont arriver, parce que c'est comme ça, puis ils nous voient travailler, alors ils nous prennent en photo. Bon. Beaucoup disent qu'on fait partie du paysage, alors... Il est 9h, les sœurs rejoignent les logis où elles sont installées en contrebas. Comme prévu, les groupes de Japonais sont déjà là. Ça vous fait rire? Bah oui, regardez comme ils sont heureux alors. Konnichiwa, bonne visite. Regardez cette statue qui est là. On aperçoit Saint-Michel justement. Avec la lance, il est en train de tuer. Sur les 3 millions de curieux qui viennent au mont chaque année, 1 sur 3 monte jusqu'à l'église. Pendant les heures d'ouverture au public, l'abbaye reste un lieu de prière. Dans le chœur, sœur Béatrice se recueille en silence. Dans cet environnement bruyant toute la journée, les frères et les sœurs se relaient pour l'adoration du Saint-Sacrement. Quelquefois, alors, les groupes passent et sont vraiment envahissants. Ils parlent comme si vraiment on était des statues. Alors il y en a qui viennent même quelquefois nous toucher pour voir si on est vraiment vivant, parce que comme on ne bouge pas. Alors bon, ils comprennent après quand on les regarde. Et bon, mais nous on fait abstraction. C'est vraiment en nous que l'on prie. Une fois par semaine, frère Bernard-Marie quitte le mont pour ravitailler la communauté. Il doit rejoindre Pontorson, la première ville à 10 km dans les terres. Se faire livrer au Mont-Saint-Michel, ça serait un peu compliqué. Il y a des rendez-vous à donner avec les livreurs, ce n'est pas toujours facile pour notre rythme de vie monastique, avec les offices qu'on a, etc. Le mercredi à Pontorson, c'est le jour du marché. Ça va bien? Voilà, ça va bien.
Ça va? Ça va. Je vais vous prendre des pommes. Oui. J'en ai plus beaucoup. Combien Je vais désirez-vous? vous prendre à 3 kilos à peu près. Oui. Il n'y a pas un menu type pour la semaine, mais il est vrai qu'il y a quand même des points de repère pour les jours. Je sais que le vendredi, classiquement, c'est plutôt du poisson. Il y a des omelettes le jeudi, par exemple, etc. Mais en tout cas, on essaye de varier un petit peu, mais en prenant comme option de base la simplicité. 90, c'est ça. Sur le chemin du retour, Bernard-Marie doit prévenir les autres frères pour l'aider à remonter les courses. Les moines n'ont pas de téléphone portable, alors il fait un stop dans le dernier village avant le mont. Bonjour Jérusalem, c'est Beauvoir. Là, je suis là dans 5-10 minutes, même pas 5 minutes. À tout de suite. Nous arrivons au bout de la digue. En principe, oui, je vois les fers, je crois qu'ils sont tout beaux. C'est l'attraction, hein. C'est l'attraction, mais il n'y a pas trop de monde encore. Bonjour. Les religieux doivent emprunter le même chemin que les promeneurs pour accéder à leur logis. Dès 11 h, il devient de plus en plus difficile de circuler dans les ruelles du mont. Près de l'abbatiale, une maison attire les badauds. C'est le bureau de frère Sébastien. Sous le regard des curieux, il peint des enluminures qui seront vendues aux visiteurs. C'est pour ça que souvent je me mets de dos. Et j'entends quand même les commentaires. Et notre vocation de moine de Jérusalem était aussi d'être en contact de cette réalité de nos contemporains. Notre présence, elle est vraiment d'être au cœur du monde, de la foule. Et vivre au cœur du monde, c'est vivre avec son temps. Dans l'abbaye du XIIIe siècle, les moniales travaillent pour un site internet qui diffuse l'évangile au quotidien dans plusieurs langues. Le rôle des moines au Moyen-Âge, c'était de recopier la Bible, alors soit de la traduire, soit de la recopier, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que le recopiage à la main. Et donc nous, on fait un peu la même chose, sauf qu'on utilise les moyens du XXIe siècle, donc vive Internet. Voilà. De savoir qu'on permet par exemple bientôt à des Grecs ou à des Malgaches de recevoir l'Évangile, ça c'est super. Ça a du sens. 11h30. Sœur Nathanaël dresse la table dans le réfectoire des logis. Si aujourd'hui elle se consacre à la communauté, pour elle, c'est une deuxième vie. J'étais trader cacao. Je travaillais au service des achats, donc en négociation sur les marchés à terme. Donc vous imaginez, 2 téléphones, les écrans Reuters et les cours du cacao qui montent et qui descendent. Mais finalement, j'ai découvert qu'il y a une autre échelle où ce ne sont pas les cours du cacao qui montent et qui descendent, mais ce sont les anges qui montent et qui descendent. Voilà, j'ai laissé le cacao, le monde des finances. Ça fait 24 ans maintenant et je suis très heureuse. Chaque jour, les moniales déjeunent en silence, malgré le bruit sous leurs fenêtres. Il est 19 h, le mont Saint-Michel se vide. Ils ne sont plus que quelques habitants privilégiés à parcourir encore l'abbaye. Dans le jardin suspendu, un des 10 conférenciers à avoir les clés du monument profite de la quiétude des lieux. Ça, je ne l'ai jamais ouvert, ça. Ouais. Ah, par contre, c'est glissant, hein. Faut faire très attention.
François Saint-James habite Le Mont depuis 23 ans. Il connaît tous les recoins de l'abbaye. Allez. Certains sont strictement interdits au public, comme ce muret qui surplombe le cloître. C'est un peu périlleux quand même. Oui, effectivement, mais ça en vaut la peine. Voilà, là, le cloître est vide, l'abbaye est vide, et j'ai l'abbaye pour moi seul. C'est quand même un des grands plaisirs qu'on peut avoir quand on a la chance, comme moi, d'avoir les clés de ce monument. Encore plus haut, François accède à un point de vue exceptionnel. Il y a quelques années, les visiteurs pouvaient encore déambuler sur les terrasses du chœur, sous les arcs-boutants qui soutiennent l'abbatiale. Mais aujourd'hui, c'est un privilège réservé à quelques-uns de s'approcher au plus près de ces constructions monumentales, coiffées de pinacles. Il faut admirer la forêt des pinacles et imaginez qu'autrefois, au sommet de tous ces pinacles, il y avait des statues d'anges sonnant de la trompe. Malheureusement, ils ont disparu, ça a été restauré autrement. Mais c'est vrai que quand on pense à Gaudi, à la Sagrada Familia, voilà, on est quasiment dans du Gaudi. Hein. C'est presque de l'art nouveau et ça date fin 15e, tout début 16e siècle. Voilà, maintenant on n'a plus que quelques marches et on est arrivé sur le toit. François emprunte l'escalier de dentelle qui permet d'accéder au toit de l'abbaye. Un point de vue vertigineux à 110 mètres de hauteur. C'est ici qu'il a eu le coup de foudre pour le site. Le Mont a pris une place énorme dans mon existence quand je suis arrivé. Je suis tombé amoureux de ce lieu. Et voilà, je plaisante souvent en disant que j'ai la couleur du granit. Je me confonds avec les murs. C'est un privilège que de faire partager la beauté d'un truc pareil, d'un monument comme celui-là aux visiteurs. C'est ma vocation, en quelque sorte, ici. Le lendemain, nous retrouvons le conférencier dans sa maison au cœur du village. C'est une des rares bâtisses encore habitées sur le mont. Mon bonheur, c'est le matin de venir, avant le petit déjeuner, regarder mes fleurs, tailler une branche, balayer un petit peu. Enfin voilà, c'est de s'occuper de ce petit espace vert qui est mon modeste paradis. Il y a 3 ans, François a rencontré Amélie, venue travailler en tant que guide. Tu devrais le tenir à ton âge. Aujourd'hui, le couple a un petit garçon, Anselme, et ils attendent leur 2e enfant. Ils se préparent avant leur journée de travail. Par contre là, il va pas être content. Je vais lui mettre son manteau. Hop là. Le porte-bébé, c'est obligatoire? C'est bien pratique. Au début, c'était en écharpe, les premiers mois. Parce que c'est vrai que pour se promener au mont avec une poussette, on est rapidement bloqué. On a 162 marches. Il faut venir jusqu'ici. À tout à l'heure. Sur le mont, il n'y a pas de nourrice. Alors chaque matin, Amélie conduit son fils sur le continent. En général, je galope. Sauf que galoper dans les marches, ça demande quand même un peu d'habitude. Sinon, c'est âme. La nounou d'Anselme se trouve à 5 km dans les terres. Bon, on va attendre, bonhomme. La prochaine navette. Amélie doit prendre la navette des employés du Mont pour rejoindre le nouveau parking aménagé sur le continent. C'est pas très simple pour les gens qui travaillent ici, pour les habitants, parce que on est passé de 0 à une demi-heure en temps supplémentaire pour venir des parkings. Donc évidemment, au niveau du quotidien des gens qui travaillent au Mont, c'est devenu un peu compliqué. Bon, c'est vrai que d'un point de vue esthétique, ne plus avoir les voitures au pied du mont, c'est quand même beaucoup plus beau.
Depuis le printemps 2012, les voitures ne sont plus autorisées à stationner au pied du monument. Aujourd'hui, des ouvriers spécialistes des plus grands ouvrages d'art sont en train de bâtir une nouvelle passerelle de 756 mètres de long pour remplacer la route actuelle. Les maths, Zaza. Marcel Bélanger supervise ce matin l'assemblage des premiers éléments de cette structure. Des ensembles comme ça, si vous voulez, c'est quand même assez scabreux, donc il faut mieux faire attention à ce qu'on fait, quoi. Ça devient bon. Tu restes comme ça, Zaza. Ça fait plaisir quand ça tombe bien, quoi. C'est quand même agréable. Et on fait tout pour, au niveau de l'assemblage, pour que ça se passe bien, quoi. Et vous, ça vous touche toujours, quoi? Toujours, moi. Je suis à, on va dire, 1 an et demi de la retraite et ça me touche toujours autant. En 2014, voilà comment on accédera au Mont-Saint-Michel, en navette ou à pied. Les visiteurs emprunteront la passerelle, aujourd'hui en construction. La route actuelle sera détruite et le mont sera entouré d'eau à marée haute grâce aux travaux de désensablement de la baie. Raphaël Schaffer est l'ingénieur responsable de ce chantier. En prenant un peu de hauteur, il contemple pour la première fois le tracé de la future passerelle. Ça donne quand même déjà une belle perspective. On voit déjà l'amorce de la courbure de la passerelle, donc les premiers pieux qui jalonnent le tracé. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de travailler dans un tel cadre. Vi presento rapido ciò che vediamo oggi insieme. Sul cammino verso l'abbazia ci fermeremo parecchie volte soltanto per mostrare dei posti tipici del Mont Saint-Michel. Ok, dunque andiamo, spero che avete dormito bene. Il est 10 h, Amélie est de retour sur le mont pour sa première visite de la journée. Donc là on va monter par le rempart, ça sera plus simple, on va éviter la foule. Di là per favore. Elle dispose d'1 heure pour faire découvrir le village à un groupe de lycéens italiens. Premier arrêt, sur les remparts. Vous voyez, quand nous avons passé la porte principale, là où il y a la statue de la Vierge, c'est la mairie. Et aujourd'hui, il y a encore un maire ici. Le Mont Saint-Michel est un vrai village, une petite commune. Il y a seulement 25 personnes aujourd'hui qui vivent ici. Au Moyen-Âge, on pense qu'il y avait 500 habitants maximum qui habitaient là. Si aujourd'hui les ruelles sont encombrées, au Moyen-Âge, il y avait déjà la cohue dans la grande rue qui monte vers l'abbaye. Ce qui est amusant, c'est que les gens posent des cris d'orfraie en général quand ils viennent au Mont, en disant que c'est honteux, qu'aujourd'hui on ne respecte pas le côté spirituel, la foi de jadis, etc. En fait, entre nous, c'est de la foutaise, parce que c'était pareil au Moyen-Âge. Le Mont a toujours été un village de commerçants. On faisait même commerce ici d'enseignes de pèlerins, qui étaient des espèces de médailles de plomb que les gens cousaient sur leurs vêtements ou ramenaient en souvenir. Et on les fabriquait sur place. Donc il y avait une véritable industrie du pèlerinage. Le Mont Saint-Michel garde les traces d'une vraie vie de village, avec sa poste ou son cimetière. Mais l'école a fermé il y a 40 ans et la vie en famille ici est devenue une curiosité. La question qui ressort quand on parle de l'école, notamment, qui a fermé en 1972, c'est de dire « Ah oui, mais alors il n'y a plus d'enfants au Mont-Saint-Michel ». Alors on leur explique que si, qu'il y en a 2, et quand mes visiteurs sont sympas, j'ajoute que l'un des 2, c'est Anselme, qui a 10 mois. Et alors là, évidemment, ça fait tout de suite mouche. Ils adorent, parce que ils ont l'impression d'être avec les derniers des Mohicans, ce qui est un peu le cas d'ailleurs. Andiamo. Però è bello. Però è bello. È come Venezia. Pendant qu'Amélie termine la découverte du village avec ses lycéens, François, son mari, gravit les marches qui montent à l'abbaye pour retrouver son premier groupe de la journée. Il y a plusieurs techniques. Les vieux guides montaient en zigzag.
Je ne comprenais pas pourquoi il y a 23 ans quand je suis arrivé. Maintenant, je comprends pourquoi. Voilà, il faut monter comme ça. Pourquoi? Parce qu'on se fatigue moins, paraît-il. Mais moi, j'ai la chance d'être celui qui a le moins de marche à monter puisque j'habite au pied de l'abbaye. Le conférencier rejoint son groupe et comme toujours, il a une manière bien à lui de raconter le mont. Alors on va rentrer dans l'église, mais malheureusement, vous arrivez trop tard. À la veille de la Révolution, la foudre tombe, l'église brûle, et à la suite de cet incendie, on a rasé la moitié de l'église. On a reconstruit cette façade. Cette façade, elle date du 18e, elle est récente. François commence toujours la visite par l'église abbatiale. Un monument marqué par les rebondissements de l'histoire. Du bâtiment construit au Moyen-Âge par les moines bénédictins, il ne reste plus que la nef. Le chœur a été intégralement reconstruit dans le plus pur style gothique flamboyant. En 1421, le chœur du XIe siècle s'effondre brutalement. Alors entre la nef romane et le chœur gothique, on a 1000 ans de construction, d'effondrement, 1000 ans de souffrance, 1000 ans d'espérance, mais on n'a que 2 heures. 2 heures pour faire découvrir à ses visiteurs les trésors de l'abbaye. Quand on s'arrête, de la crypte des gros piliers, malgré le bruit, le monde, à la chapelle Notre-Dame sous terre, qui abriterait la pierre de l'église originelle. Assiégé pendant la guerre de 100 ans, le monument ne tomba jamais aux mains des Anglais. De la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, les moines ont vécu ici, dans ces bâtiments que l'on appelle la merveille. François termine toujours sa visite au réfectoire, une véritable prouesse architecturale. on est à 80 mètres au-dessus de la mer, 40 mètres au-dessus du rocher. Il faut imaginer les poussées du vent sur les murs. Le mur doit être léger, solide, souple. Il est tout ça. Il est lumière. Quand on entre dans cette salle, on ne voit pas les fenêtres. Et pourtant, on baigne dans la lumière. Et quand on avance, le mur disparaît. La conception de la salle et la disposition des fenêtres est exceptionnelle. Un véritable rideau de lumière salué par les plus grands architectes contemporains. Nous quittons le mont en direction d'un autre trésor de la baie, les îles Chausey. Pour les rejoindre, il faut prendre le bateau à Granville. L'archipel est relié au continent par des navettes, 2 par semaine en hiver et 5 par jour en été. Le capitaine est un homme de la baie. Je suis né à Granville et il y avait déjà la traversée Chausey-Granville. Moi, je prenais déjà ce bateau pour aller à Chausey. En moins d'1 heure, celui que tout le monde surnomme ici Popeye emmène aujourd'hui les visiteurs découvrir ce lieu préservé. Quand toute l'archipel est découverte, on se croirait vraiment dans des îles, c'est magnifique. L'eau est claire, on peut faire de la plongée, de la pêche à pied, c'est excellent, quoi. Ah, pour rien au monde, je bougerais d'ici. À 16 km au large des côtes normandes apparaissent les îles Chausey. On en compte 52 à marée haute, 365 à marée basse. L'archipel, classé site Natura 2000, est aujourd'hui surveillé et protégé. Chaque année, à la belle saison, 200 000 visiteurs viennent profiter de cet endroit exceptionnel. La navette de Granville est le seul lien avec le continent. 5 habitants vivent sur l'île principale en hiver
250 en été. C'est gentil, merci. C'est tout ce que t'as là? Ouais, c'est la ferme, mais il y a du monde de la ferme? Vas-y, donne. Ouais. Merci. Comme à chaque grande marée, les pêcheurs à pied sont au rendez-vous. Alors un garde du littoral est sur le quai pour tenter d'en évaluer le nombre. Je compte les passagers qui débarquent de la navette. On pourrait récupérer les chiffres par ailleurs auprès des transporteurs. Mais eux, ils ont des chiffres globaux. Donc nous, ça nous permet de discriminer, en fait, donc de savoir combien de groupes, combien d'individuels, combien d'enfants, combien de pêcheurs à pied, parce que là, on est en période de grande marée. Dans 2 heures, c'est marée basse. Avec Marie, l'autre garde du littoral, ils démarrent leur mission de protection dans ce paysage rare, où le niveau de l'eau varie de 14 mètres entre haute mer et basse mer. Sur les roches, les couches de différentes couleurs sont les témoins de ces mouvements de marée. La première tout en haut, c'est l'herbe. En gros, c'est la partie de l'île qui n'est jamais immergée, ou alors très rarement pendant les grandes tempêtes. Ensuite, la bande orangée, ce sont des lichens qui sont ponctuellement immergés en fonction de la marée et puis des vagues. Et ensuite, toute la ceinture brune, c'est les algues brunes qui sont constamment sous l'eau, les marées hautes. Chaque mois, Arnaud et Marie partent vérifier que les amateurs de pêche à pied connaissent la réglementation. À marée basse, les bancs de sable regorgent de coquillages. Des espèces qui sont aujourd'hui surveillées. Premier contrôle de la journée, une famille. Mais non Rémi, je t'ai déjà dit, pas comme ça. Bonjour, c'est le conservateur du littoral. Bonjour. Pour une information sur la pêche à pied. Oui. Qu'est-ce que vous pêchez, s'il vous plaît? Des palourdes. Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce que vous connaissez les tailles minimales? 4 cm. 4 cm, ouais, d'accord. Est-ce que vous avez de quoi mesurer? Sur les grattoirs. On a un gabarit sur les grattoirs. Okay. Impeccable. En pêcheur averti, cette maman a reporté la mesure sur ses outils. Évidemment, c'est mouillé. Mais ça nous permet d'avoir un gabarit rapide. Et puis même pour faire contrôler aux enfants, c'est plus simple, quoi. On pose d'un côté, hop. Et on voit si ça correspond de l'autre. Si ça dépasse, c'est que c'est bon. Et si ça dépasse pas, Karami, remets-la dans le sac, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon quoi, explique-nous. Eh ben, faut pas qu'elle soit trop petite. À Chauzet, il est interdit de ramasser les coquillages les plus petits, ceux qui ne se sont pas reproduits. Vous l'avez réglé sur quoi? Je l'ai réglé à 4 cm, juste la taille la taille minimale de capture de la palourde. Vous voyez que ça dépasse largement, il n'y a aucun souci. Le fait de pêcher des animaux qui ne sont pas reproduits, ça limite le stock futur. Donc c'est dans un esprit de conservation pour que justement il y ait toujours des coquillages en fait. Ah, trop petite. Hop. Après le premier contrôle, Arnaud et Marie sillonnent de long en large les îlots, à la rencontre des pêcheurs de tourteaux, de praires, de palourdes et surtout de fia, un coquillage emblématique de l'archipel. C'est un gros coquillage qui doit faire au moins 7 cm pour pouvoir être pêché. Donc a priori, c'est un coquillage qui est assez facile à pêcher, donc en ce moment on a beaucoup de familles, donc c'est peut-être intéressant de jeter un coup d'œil par ici. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous êtes au courant de la réglementation? Je sais pas, qu'est-ce que vous pêchez d'abord? Des yams. Des FIA donc? Des yams, 7 Ok. cm je crois. Ok. Est-ce qu'on peut poser le seau? On va regarder ensemble. Arnaud découvre un problème avec une partie de la pêche. Ça, c'est de la vente de mer qui est fermée en ce moment.
Ah, voilà. Oui, bah pour justement, les gens qui ont des petits trous voir de le bon mémoire pour les périodes d'ouverture, etc. Bien. On distribue une petite plaquette. Pour Arnaud et Marie, ce contact direct est le meilleur moyen de faire passer le message. Les dates, je ne savais pas. Ça, c'est honnêtement, on n'a pas regardé. Mais comme ça, on a révisé, c'est pas mal. C'est pas mal. Un peu plus loin, les gardes du littoral découvrent des pêcheurs de tourteaux peu scrupuleux. Qu'est-ce que vous avez pêché, s'il vous plaît? 2 tourteaux. Vous connaissez les tailles ou... Ouais 13, non, c'est 14 pour le tourteau. Ouais. Il y a moyen qu'on regarde votre pêche? Ouais, 14 cm. Donc largement en dessous. Ouais, ça va. Ensuite, pas bon. 15. Pas bon, celui-là. Ok. Et celui-là, pas bon non plus. Ok. Donc 1, 2, 3, 4 tourteaux sur 5. Pour information quand même, 4 tourteaux sur 5 sous taille, là vous êtes verbalisable. Ouais. Pour cette fois, les pêcheurs s'en tirent avec un simple avertissement. Il y a un mois de décalage en fait par rapport à la côte. Il ouvre un mois plus tard. Donc ici c'est le 1er août. Fin de la journée pour les amateurs de crustacés et les gardes. La marée remonte et les bancs de sable redeviennent le fond de la mer. Aujourd'hui, Arnaud et Marie ont à nouveau sensibilisé des pêcheurs à pied à la préservation de cet espace unique. Et les visiteurs d'un jour reprennent la navette pour le continent. Un peu plus au nord, un autre archipel encore plus sauvage apparaît, les Minquiers. Cette myriade de rochers découverts à marée basse est une dépendance de la couronne britannique. Parmi toutes ces îles désertes, une seule abrite encore quelques maisons qui servent de refuge occasionnellement en cas de tempête. Après 2 heures de navigation depuis Granville, le bateau de William Thomas arrive comme chaque jour à destination. William est l'un des rares autorisés à pêcher ici. Il remonte ses casiers de homards avec pour seule compagnie quelques phoques. Là, je suis en train de remettre les casiers à l'eau en visant les taches noires. Pourquoi? Les taches noires parce que c'est des cailloux dans le sable. Et apparemment, les homards sont là. Il y a des fois... Et tout en surveillant à ne pas me bouffer un caillou aussi. Là, je suis obligé de faire vite parce qu'il y a le vent et le courant qui me pousse sur le caillou. Ici, la navigation est dangereuse. Il y a des plaisanciers qui essaient, mais ils perdent leur casier. Non, c'est super compliqué, quoi. Les cartes sont pas précises. Mais, regardez, même moi je connais, je commence à avoir l'habitude et je suis tout le temps le nez devant à regarder. Et pourquoi vous venez là, vous alors? Eh ben parce qu'il n'y a personne. Et donc, déjà, je suis tranquille. J'ai les phoques, les dauphins pour moi. Et en plus, il y a beaucoup à pêcher, quoi. Comme il y a moins de monde, donc c'est pas mal. Au Minquiers, la pêche au homard est soumise à des règles strictes. Voilà. Yes. Alors yes, c'est le grand mot. Ça veut dire qu'il y a un homard. Quand il y en a vraiment beaucoup, je dis jawohl. Je passe à l'allemand. Comme les coquillages de Chauzet, les homards des Minquiers doivent se reproduire avant d'être pêchés. Et là, c'est des petits homards, c'est pas bon. Minuscules. La réglementation fixe à 8,7 cm la taille minimale des homards consommables. Là, c'est un homard qui est trop petit. Donc, la taille, c'est la tête. Ce qu'on appelle le céphalothorax. Et là, avec ma bûche, moi, je vois qu'il y a du jeu. Entre là et là, il y a du jeu. Voilà. Par exemple, celui-là, il fait la taille.
Là, et là on voit que ça dépasse la taille de la mesure. Alors là je leur mets des élastiques. C'est pas pour ne pas qu'ils me pincent, c'est pour ne pas qu'ils se battent entre eux dans le panier. Sinon ils s'abîment tous. À chaque pêche, William veille à respecter la réglementation. Si on garde toutes les petites, au bout d'un moment, il n'y en a plus, quoi. J'ai un copain, il disait, on n'a pas de poules. Si on mange les poussins, on n'a pas de poules. Et donc, c'est vraiment ça, quoi. Toute la jeune génération, on fait gaffe aux tailles et on pêche de mieux en mieux. William Thomas remet ses casiers à l'eau. Il reviendra les relever demain, si la météo le permet. Pendant ce temps, à Chauzet, un autre bateau prend la mer. Frédéric Legrand est l'un des derniers pêcheurs de l'archipel. Véritable mémoire des îles, il en connaît toutes les histoires et tous les noms donnés aux rochers par les anciens. Ce caillou-là, il s'appelle les Trois Grands-Mères. Et j'ai un collègue qui revenait des Minquiers. Il a coulé un bateau un soir qu'il devait y avoir de la brume. Il ne l'a pas vu, puis le bateau il a explosé carrément ici. Ils se sont allés à la nage, plantés sur l'autre île, passaient la nuit. Et tout le monde les cherchait partout. Ils ont tous des surnoms, si tu veux, les cailloux. Il y en a qui s'appellent la montre parce qu'il y a un gars qui a perdu une montre, l'autre le croc, parce qu'il a perdu un croc. En fait, tous. Ici, l'autre là-bas, plus loin, là, s'appelle Caillou Coucou, je ne sais pas pourquoi. Le terrain de pêche de Frédéric, c'est ce paysage sauvage, pourtant largement façonné par l'homme. Les rochers des îles Chauzet gardent les traces de leur passé. Car pendant plusieurs siècles, ces falaises de granit ont servi à bâtir l'abbaye du Mont-Saint-Michel, les églises de la région et même à paver les trottoirs de Paris. Mais tous ces rochers-là ont été taillés sur le fait. Ils mettaient des gros blocs par terre, si tu veux. Il avait des genres de caissons, le bateau c'était des caissons, dans le milieu c'était vide. Passaient des câbles dessous au départ. Le bateau venait s'échouer dessus et quand la mer remontait, ça remontait le bloc. Et il travaillait comme ça. Au XIXe siècle, le granit était extrait dans ces carrières. 500 carriers vivaient dans ces maisons, aujourd'hui en ruine. Il vivait là-dedans toute la semaine. Il allait le dimanche à Chauzet pour aller à la messe et surtout chercher un coup de cidre pour passer la semaine. Et il y en avait sur toutes les îles. De ce bord-là, il y en avait au moins 5-6 îles qui avaient des maisons, quoi. Mais les carriers, ça devait être un drôle de métier aussi, quand même. Hein. Ça devait être dur. À la fin de la journée, Frédéric rejoint le fort sur l'île principale. Construit en 1559 et plusieurs fois détruit par les Anglais, il abrite aujourd'hui des casemates de pêcheurs. C'est ici qu'habite Frédéric depuis 38 ans. Ce soir, il cuisine la pêche du jour. Du homard. Règle numéro 1, le crustacé doit être découpé vivant. La chair n'est pas pareille, elle serait blanche sans ça, elle serait pas de la même couleur. Puis tu récupères le sang, tu récupères tout. Qui fait un bon lien. Parce que ça va épaissir. Mais bon, c'est pas pire que de les mettre dans l'eau chaude. Hein. C'est plus impressionnant, c'est tout.
faire revenir. La recette de Frédéric, c'est le homard à l'ail. C'est faire venir de l'ail, là, tu vois. On va mélanger tout ça après. Que ça ne tue pas le goût. Il ajoute un peu de vin blanc pour déglacer le fond de la poêle. Ça commence à être un peu intéressant. Si j'avais des présalés, bon, on mangerait de l'agneau. Là, t'as pas de chance, il n'y a pas de présalé. Ce soir, pour partager sa spécialité, le pêcheur a invité Arnaud et Marie, les gardes du littoral. Un cornet de bif, vous avez de la chance. 2 boîtes de conserve. Des haricots verts en boîte, j'espère. Il y a les haricots verts en boîte avec. Ah, pétard, ça sent bon. Je sais pas si ça sent bon. Je suis dans le vent en plus. Là. Ah, tu vas goûter quand même. Oui. Faut que tu aies l'air. Mais tu sens pas l'ail, tu verras. Tiens, vas-y. Avec ou sans ail, le homard à Chauzet, c'est une tradition. T'as un temps, c'était la nourriture de base, non, le homard? Bah ouais. Hein, c'était interdit d'en manger. Sans blaguer, je ne sais pas combien de fois. Du temps des carriers, ils posaient des causes pour ça. Parce que sinon, ils en mangeaient tout le temps, ils en il y avait que ça, ils étaient sur les îles, alors c'était ça qu'il y avait, sans blaguer. C'est hyper bon. C'est pas mauvais. Tu vois, j'ai mis une tête d'ail dedans. Ouais. Et ça n'a pas goût d'ail. Ça relève un peu le goût. Oui, mais ça n'a pas goût d'ail. Non, ça c'est clair. C'est hyper goûtu. Hein. Rien à voir avec le homard bouilli. Hein. Ce soir, le pêcheur et les gardes profitent de la douceur de vivre sur cet archipel préservé. Retour près du Mont Saint-Michel, sur la côte orientale de la baie. À Saint-Léonard, des brebis et leurs agneaux pâturent sur les célèbres prés salés. Ces terres qui sont inondées pendant les grandes marées. Au Moyen-Âge, les moines laissaient paître les moutons des paysans contre un impôt, la veine pâture. Les bergers payaient leurs taxes en laine et gardaient la viande. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine d'éleveurs à bénéficier du label Agneau de prés salés d'appellation d'origine protégée. François Serbonnet est berger ici depuis 10 ans. Aujourd'hui, il rassemble son troupeau avec ses chiens. Il dit go left, go left. Il dit push slowly. À Eddie, son chien de berger le plus expérimenté, il donne ses ordres en anglais. Aux autres, il parle en allemand et en français. J'endresse un langage différent, comme ça, l'autre est censé pas comprendre quand je parle l'anglais ou l'allemand. François était cuisinier. Il y a 17 ans, il hérite d'une maison ici et décide de changer de vie. J'ai pris goût à l'élevage en ayant quelques animaux domestiques au départ. Puis par hasard, je me suis retrouvé avec des moutons. Donc, mon terrain commençait à être petit. J'ai demandé si je pouvais les mettre sur le domaine public maritime. J'ai eu l'autorisation, puis j'ai vu que ça faisait un bon produit, que ça nettoyait bien l'herbe. Donc, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et voilà, je ne regrette pas. Je peux profiter de la baie de Mont-Saint-Michel tous les jours. Bidouille et carte à droite. Hey! Anaëlle, sa compagne, elle aussi a toujours vécu ici. En rencontrant François, elle s'est découvert une passion. Sans la baie, moi, je serais pas bergère en bergerie. Je peux dire ce qui est, quoi. J'ai toujours fait un métier attaché à la baie, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'extensif et naturel. On respecte le rythme du troupeau, en fait. Sa façon de vivre, sa façon de pâturer. C'est le vrai métier de berger, c'est de faire paître son troupeau et de le surveiller. Une fois le troupeau réuni,
Direction la bergerie à 500 mètres dans les terres pour une journée particulière. La tonte annuelle des brebis. Mais d'abord, il faut s'occuper des agneaux. Les trier, les compter et les nourrir. Peluche! Peluche n'a pas la même robe que les autres. François et Anaël en ont fait leur mascotte. Il a droit à un biberon individuel. Après les soins, c'est l'heure de la tonte pour les mères. Les brebis sont habituées aux grands espaces, alors il n'est pas facile de les réunir. Pour récupérer la laine de leurs 600 brebis, les bergers sont aidés par Gérard et Jocelyne, des tondeurs professionnels. Et pour effectuer sa tâche en moins de 2 minutes, Jocelyne a sa méthode. Pieds et mains travaillent. Ils aident à contenir la brebis en position. Il faut que la toison soit en une seule pièce. Voilà. Ça va falloir que tu m'aides. Merci. Sous le poids de la laine, pendant les semaines précédant la tonte, les brebis perdent leur force. Toute l'énergie qu'elle va dépenser pour faire son soin, sa laine, elle passe ni dans le lait ni à son état d'engraissement en fait. Le fait de la tonte, déjà, elle a moins de poids, elle est plus libre de ses mouvements et en fait, ça lui ouvre l'appétit. Et en 15 jours, elle va reprendre son état qu'elle devrait avoir avant d'être tondue. Depuis 3 ans, François s'initie à ce travail. Aujourd'hui, il met presque 2 fois plus de temps que Jocelyne. C'est une technique. Avant de savoir tondre, il faut avoir tondu 1000 brebis, je crois. J'en suis pas encore là, moi. Cette année, pour la première fois, ces ballots iront jusqu'au Japon. La laine du Mont Saint-Michel garnira des futons, les matelas traditionnels japonais. Les Japonais ils sont venus visiter nos élevages au bord du Mont Saint-Michel. Ils voient que les animaux ont une vie en plein air, une vie donc de qualité. Et ils apprécient beaucoup le bien-être animal et aussi en même temps ils apprécient la laine parce que c'est de la laine de plein air, de brebis qui est en forme, qui mangent de l'herbe. Ils en font des futons et ça leur permet de passer des bonnes nuits. Et nous, ça nous permet de mieux vivre parce qu'ils nous l'achètent bien. Le lendemain, à quelques kilomètres de là, François organise un barbecue géant pour la fête annuelle de l'agneau de Présalé. 11 animaux sont découpés pour les 600 personnes attendues cette année. Et pour le rôtir, l'éleveur utilise une méthode ancestrale, la cuisson à la ficelle. Ça cuit devant le feu, pas au-dessus du feu. La ficelle, elle se vrille toute seule, c'est une ficelle fine. Et puis après, ça repart dans l'autre sens. Puis avec tous les vents thermiques, ça tourne toujours, ça n'arrête pas de tourner. Et donc l'agneau est doré de tous les côtés. Et à la fin, il est cuit à cœur et il est croustifondant. Le secret pour la préparation, c'est de ne rajouter aucune épice, aucune herbe et surtout pas de sauce. Oh Pierre, il faut un gigot. Côtelette. Côtelette. Un carré d'agneau. Un. Allez. Cette fête est l'occasion rare de goûter cet agneau qui part traditionnellement vers les plus grands restaurants en France, mais aussi à Hong Kong ou à Tokyo.
Voilà, chaque assiette, il y a une côtelette, un peu de gigot ou d'épaule et un peu de collier ou de poitrine. On attend depuis 3 quarts d'heure là. C'est très long, oui. Écoutez, moi je viens de Marseille pour manger le mouton. Voilà, le pré-salé. Pré-salé. C'est bon? C'est bon? C'est bon, c'est Oui, bien. c'est très bon. Très très bon. Il est excellent. Extra. Il est très très bon. Excellent! C'est très doux comme viande, c'est très tendre et c'est bon. Parfumé aussi, beaucoup, très parfumé. Et un goût de sel. Draget, à quelques kilomètres des Prés-Salés. Ces chevaux à l'entraînement sont des cracks. Ils font partie des meilleurs galopeurs et courent sur tous les hippodromes français. Pendant quelques minutes, ils parcourent 2 kilomètres sur cette piste naturelle. Un entraînement court mais intense. Benoît Grosfils est vétérinaire. Il vient profiter du spectacle dès qu'il le peut. J'aime bien venir là pour le plaisir. On vient voir les chevaux galoper, on vient voir la mer haute, la mer basse, toujours le Mont-Saint-Michel derrière. Je ne m'en lasse jamais. C'est un spectacle grandiose. Benoît est venu ici pour un stage il y a 20 ans. Il n'est jamais reparti. Depuis quelques années, il élève en amateur une dizaine de chevaux de course. Et là on marche, on a déjà du mal, on comprend que les chevaux en galopant, il y a vraiment beaucoup de mal. On sent que ça glisse sous les pieds, c'est fuyant. Ici, le sable est très fin. Les sabots s'y enfoncent profondément et l'effort est soutenu. Et dans la baie après l'effort, les chevaux ont aussi droit à une séance de thalassothérapie. La mer contient des sels minéraux, des oligo-éléments, plein de facteurs qui sont extrêmement bons pour la cicatrisation des jambes. Il y a l'effet du froid qui resserre les tissus et surtout l'effet de massage. Les chevaux ici sont vraiment dans des conditions idéales pour se réparer et réparer de leurs gros efforts qu'ils fournissent en course. Côté mer, la baignade attire un spectateur curieux, un phoque. J'ai vu qu'on avait notre copain qui était là-bas, qui nous regardait. À chaque fois qu'on baigne, il y a toujours un ou deux phoques qui se mettent à 40 mètres de nous. Et ils plongent, ils ressortent et ils nous regardent. Peut-être que le bruit qu'on fait dans les vagues font peur aux poissons. Et peut-être que ça lui ramène du poisson, alors il se met pas loin de nous pour qu'on lui rapporte du petit poisson. À l'extérieur, ils sont partis sous le contrôle de Gérocoq qui prend le meilleur départ tout à l'extérieur. Et le responsable de course qui va choisir de se rabattre peu après les premiers mètres de course. On aperçoit Vanille dans son sillage en deuxième. Le lendemain, à 10 km de Draget. Ici, à Julouville, les cracks ne courent pas sur une piste, mais directement sur la plage à marée basse. Depuis 1886, cette course est organisée une fois par an, le temps d'une grande marée. Aujourd'hui, il ne reste plus que 4 hippodromes marins en France. Benoît Grosfils, le vétérinaire, est venu bénévolement pour effectuer les contrôles réglementaires. C'est le grand favori qui va gagner là, qui est un grand entraîneur. Ah, oh, ça va être juste. Le 12 revient très vite. Oh.
Qu'est-ce que vous avez comme arrivée? 8, 12. 4, 10 et 9. Merci Christine. Benoît doit vérifier l'identité des 4 premiers chevaux classés. Chaque cheval a une puce électronique dans l'encolure qui est unique au monde et donc qui permet de vérifier son identité. Elle se retrouve dans son carnet signalétique où il y a le dessin de ses marques blanches, ses épis et ici le numéro de sa puce électronique que je vérifie donc ici. Donc c'est bien lui. C'est quel numéro le cheval? Le 9. Le 9, c'est parfait. Voyelle de crène. C'est ça? T'es essoufflé ma pauvre mère? Oh, t'es essoufflé. J'ai trouvé ça dur. Hein. Voyelle de crène. Voyelle de crène. Il y a d'argentin. Oh, c'est dur. Non, c'est bon. Voilà. Donc, on peut s'en aller. C'est bon. C'est bon pour moi. Vous nous redonnez les livrets, non? On les donne au secrétariat normalement. Mais je vais les donner. Okay. C'est pas de la fête de patronage. C'est pas pour rigoler. Sur cet hippodrome éphémère, les courses s'enchaînent toutes les demi-heures. Donc voilà, dans quelques instants, donc j'ai dit à 17h45, ce sera la 7e et dernière épreuve de la journée parce que, bien vous le savez, la mer remonte. Sur la plage, le dernier départ vient d'être donné. Ils sont 15 concurrents. Il n'y a pas de temps à perdre avant la marée. C'est quand même un peu tendu, l'organisation est un petit peu tendue. C'est ce qui donne tout le charme et le côté unique et éphémère. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est que c'est dans un milieu complètement naturel, c'est le domaine maritime, c'est ça qu'en fait sa beauté, dans un cadre unique. Je nous ferai ça pour rien au monde. Dans les derniers mètres, alors Roxane Durtevant qui devrait s'imposer. C'est la fin de la compétition. Dans 3 heures, la piste aura disparu sous 13 mètres d'eau. Pendant ce temps, une 2 chevaux sillonne l'arrière-pays. David Nicolas Méry est historien. Il est né ici et parcourt depuis toujours les petites routes de l'Avranchet. J'aime beaucoup lorsque je roule sur ces voies repensées à leur utilisation, à leur grande fréquentation dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. C'est un moyen de voyager dans le temps. Aujourd'hui, il fait découvrir à une stagiaire étudiante les trésors de sa région. Pour débuter cette journée, il emprunte la plus ancienne des voies qui menaient au mont. Dès le Moyen-Âge, le monument a attiré les pèlerins par milliers. Un vaste réseau de routes s'est créé que les pénitents appelaient les chemins de paradis. Le pèlerin qui vient de région parisienne donc va faire à peu près 350 km à pied. Il va s'arrêter dans différentes villes où on peut l'accueillir. Après une semaine de voyage depuis Paris, les pèlerins découvraient enfin le mont. Et la fin du parcours est très importante pour eux puisqu'ils vont voir apparaître puis disparaître le mont Saint-Michel au gré des ondulations géologiques du terroir sur lequel nous sommes. Finalement, c'est quelque chose d'assez merveilleux parce qu'il y avait vraiment une montée en tension, presque une sorte de scénographie naturelle qui jouait énormément dans l'émerveillement des pèlerins. En édifiant des prieurés et des églises, les moines marquent de leur empreinte tout le pourtour de la baie, comme ici à Draget. François veut montrer à sa stagiaire la tour construite par les religieux au XIIIe siècle. En utilisant de solides blocs de granit pour leur construction,
les religieux du Mont-Saint-Michel ont fait évoluer les techniques utilisées jusqu'à leur arrivée. À Draget, on peut encore voir sur la partie la plus ancienne de l'église les pierres de la région assemblées avec les moyens du bord. Vous avez vu là la façon dont la pierre est posée. Vous voyez, vous avez des lits horizontaux qui sont constitués de pierres posées de manière oblique. Vous les voyez? Oui. Ça vous fait penser à quoi? Des arêtes? Exactement, l'arête de poisson. D'ailleurs, c'est le nom qu'on donne à cette façon de maçonner des moellons, souvent de très modeste qualité. On parle d'appareil en arête de poisson. Donc cette façon de poser la pierre est tout à fait caractéristique des églises romanes de qualité assez modeste. Quelques kilomètres plus loin, une autre découverte attend l'étudiante. Un lieu emblématique de la région, le manoir de Brion. Aujourd'hui transformé en maison d'hôte, cet ancien prieuré bénédictin dépendait du Mont-Saint-Michel. Les rois de France qui venaient en pèlerinage y ont séjourné. On sait par exemple qu'en 1532, c'est ici même à Brion que le roi de France, François Ier, va rencontrer Jacques Cartier qui cherche à obtenir l'autorisation royale de partir vers le Nouveau Monde. D'ailleurs c'est assez amusant parce que dans l'histoire du Saint-Laurent, il y a une toute petite île qui s'appelle Brion et que Jacques Cartier a appelée de ce nom en souvenir de sa rencontre avec le roi de France ici même. Au XIIIe siècle, le manoir était la maison de retraite des moines trop âgés pour supporter les conditions de vie spartiates sur le mont. Aujourd'hui, l'historien se rend dans la partie la plus ancienne du monument, le cellier. Bâti par un abbé en 1130, il est remarquablement conservé. David veut profiter de la présence de la stagiaire pour faire des mesures sur les colonnes. 46,5. Ok. On va prendre sur l'autre côté. On va voir ce que ça donne. 46,5. D'accord. Depuis 10 ans, il établit dans toute la baie un relevé systématique du bâti médiéval en granit. C'est rare d'avoir une telle similitude entre deux colonnes. Parfois, ça varie de quelques centimètres, ce qui est logique, mais là... 27,5. Les deux colonnes du cellier de Brion sont rigoureusement identiques. Une standardisation que David a déjà remarquée dans d'autres monuments. Le Mont-Saint-Michel, là, qui est un énorme chantier au sein d'une baie assez importante, a généré des chantiers de taille de pierre qui ont permis de produire en série des modules utilisés partout ailleurs sur le pourtour de la baie. Je me demande tout simplement s'il n'y a pas eu, à une époque donnée, pour faire simple, au XIe, XIIe, XIIIe siècle, des ateliers qui ont produit tous ces éléments taillés, sculptés, pour les besoins des grands seigneurs de la région, souhaitant bâtir des églises, des manoirs, des maisons. Le lendemain, David est attendu près de Coutances, à une trentaine de kilomètres au nord-est de la baie. C'est terrible ça. Il y a eu il y a eu négociation, ils sont arrivés. L'association Pierre et Masse rassemble et forme des passionnés du patrimoine rural. Aujourd'hui, les stagiaires sont des artisans, des personnes sans emploi, 2 ingénieurs et David, venu prêter main forte à l'équipe. Ils doivent reconstruire un mur en bauge, un mélange de terre et de paille. Ce qu'ils font, sans le savoir, c'est ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. Intéressant de retrouver des gestes, de retrouver des savoir-faire qui nous permettent de comprendre ce qui existait au Moyen-Âge et qui cohabitait avec de l'architecture de pierre qu'on voit partout autour de nous. Je pense au Mont-Saint-Michel, je pense aux bâtiments qui sont dans la baie et qui finalement ne reflètent pas la grande diversité qui existait dans notre région il y a 1000 ans. Ouais, pardon. Moi j'ai chaud, je tirais ma veste. Pour que la bauge soit de bonne qualité, il faut la malaxer pendant plus d'1 heure. Au Moyen-Âge, tous les villageois participaient à ces travaux. Ce que fait David ici, ce qu'on est en train de faire, quand les
la maison était finie et qu'on faisait le sol de la maison, on le faisait bien entendu en terre battue. Et puis pour battre cette terre, on invitait un maximum de personnes pour faire la fête. Et à l'aide d'une musique entraînante, chacun danse en tournant. C'est l'origine des danses qu'on peut voir dans les festivals traditionnels. Ça permet à la fin de la soirée d'avoir un sol raisonnablement tassé et efficace. Et essoufflé. Les chaussures commencent à rester collées dedans. Le mélange va bientôt être prêt. Après 1h30 de piétinement, la bauge est prête à être utilisée sur le mur. Je suis convaincu, et ça se vérifie dans plein de domaines de l'histoire, des techniques, qu'une invention, dès lors qu'elle est bonne, perdure. Et là, on a un exemple flagrant d'une technique qui remonte à l'Ancien Régime, qui est sans doute médiévale, voire antique, que l'on continue à utiliser et qui va peut-être connaître un renouveau du fait même de cette problématique de développement durable. Dans 2 jours, les apprentis bâtisseurs auront terminé. Bien entretenu, un mur comme celui-ci peut durer plusieurs siècles. Retour au Mont-Saint-Michel. Comme chaque jour, les ruelles fourmillent de visiteurs venus du monde entier. Un flot ininterrompu qui monte et descend les 360 marches du monument. Aujourd'hui, un couple de Japonais est même venu ici faire ses photos de mariage. T'as les clés? Non, c'est les miennes. C'est pas grave, ça vient. Amélie et François Saint-James, le couple qui vit et travaille au cœur du village, part en week-end. J'ai prévenu la poste qu'on était absent. Oui, on abandonne. C'est bon. Pour le conférencier et la guide, c'est un jour exceptionnel. Ils partent visiter un château en Grande-Bretagne. C'est toujours bien de s'échapper un peu du monde. On a parfois, enfin Amélie peut en parler, mais l'impression d'être les derniers prisonniers du rocher. Et puis quand on peut se faire inviter par un lord anglais pour aller dormir dans un château, ma foi, ce serait trop bête de refuser. Direction le sud de l'Angleterre en Cornouailles. François et Amélie sont invités au St. Michael's Mount, le Mont Saint-Michel anglais. Au XIIe siècle, ce prieuré dépendait des moines du Mont français. Aujourd'hui, c'est un château qui appartient à la même famille depuis le XVIIe siècle. Contrairement au Mont Saint-Michel, le rocher britannique est entouré d'eau à chaque marée. Si François est déjà venu une fois, pour Amélie, c'est une découverte. Comité d'accueil? Comité d'accueil. Il pleut toujours comme ça ici? Eh oui, c'est ça l'Angleterre. Heureusement, j'ai pas le mal de mer, donc ça continue à être correct. Oui, parce que c'était ça ou une thalasso, et là c'est très vivifiant. Voilà, mais il y a un côté Tintin à l'île Noire quand même. Ça fait un peu peur. La traversée entre le continent et le mont ne dure que 10 minutes. Oh. I'm very happy to see you. Le propriétaire vient accueillir personnellement ses hôtes français. J'adore le Mont Saint-Michel et je suis très heureux de réunir les deux monts. Avec l'oncle de Glenn. Ici, pas de marche, mais des pavés. L'entrée du château se trouve dans l'aile reconstruite au XIXe siècle. Comme au Mont Saint-Michel, le monument est à la fois un lieu de pèlerinage
et un monastère. La chapelle date du XVe siècle. Elle est dédiée à Saint Michel, apparu, comme dit la légende, à des pêcheurs en l'an 495. À peine arrivé, le propriétaire guide François et Amélie jusqu'à leur chambre. Voilà, c'est ici. Cette pièce s'appelle la chambre de la princesse. Les princesses Margaret et Alexandra ont dormi ici. I feel like a VIP right now. J'ai toujours rêvé de dormir dans une chambre de princesse. Dans sa bibliothèque, le propriétaire a des trésors qu'il veut leur faire découvrir. Des peintures exceptionnelles du Mont Saint-Michel. On reviendra avec Anselme quand il aura grandi. Des aquarelles d'autant plus précieuses qu'en France, les archives concernant le mont ont brûlé dans un incendie en 1944. Certaines représentent un élément de décoration de l'abbaye détruit pendant la Révolution. Qui est le peintre ? Le régisseur du château a été envoyé par ma famille. Et c'est lui qui a fait ces aquarelles. Mais c'était un amateur. Un bon amateur. Il s'appelait John Cole. Vous savez, mon ancêtre avait l'intention d'acheter le Mont Saint-Michel. Oh. Il ne l'a pas fait. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais il aurait pu changer le cours de l'histoire. Ces documents sont pour nous exceptionnels. C'est la seule représentation que je connaisse de la clôture de la Renaissance qui a été détruite quelques années après. Ça, je n'en connais pas d'autre. On a l'impression que le Mont Saint-Michel, c'est le monument le plus célèbre de la Normandie et que tout a été dit, tout a été représenté. Ben, la preuve que non, puisque voilà, dans la bibliothèque du Mont Saint-Michel de Cornouailles, on découvre des choses inconnues. Voilà. Et ça, c'est pas des digitales, ça. Non, ça c'est une... François redécouvre avec plaisir l'étonnant jardin tropical qui entoure le château. Les 2/3 du rocher britannique ne sont pas construits et laissent place à une végétation surprenante pour la région. Le jardinier veille sur des plantes rares, comme ces magnifiques fleurs, des agapantes. J'aime beaucoup les agapantes, j'aime beaucoup les fleurs bleues, et on a ou des bleues ou des blanches. Or, c'est les couleurs de Saint-Michel, le bleu et le blanc au XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis, c'est une plante qui vient d'Afrique du Sud et qui arrive en France au XIXe siècle, mais d'abord en Angleterre, en fait. Et c'est une plante exotique, mais qui accepte ici de pousser parce que le climat est doux. Ici, il ne gèle jamais, mais c'est une autre particularité qui permet à ces plantes tropicales de grandir. D'une certaine façon, c'est comme la Côte d'Azur en France. Et tout ça, c'est à cause du granit. Ici, on est exposé plein sud. Alors dans la journée, le soleil chauffe la pierre, et le soir, quand le soleil se couche, la pierre renvoie la chaleur vers les plantes. Pendant 2 jours, Amélie et François vont profiter de leur escapade pour découvrir tous les trésors du Mont Saint-Michel anglais. Retour de l'autre côté de la Manche, en France. Dans la baie du Mont Saint-Michel, les eaux poissonneuses abritent un patrimoine de plus en plus rare sur les côtes européennes, des mammifères marins. Depuis 16 ans, c'est une association, le GEC, qui est en charge du comptage et de la protection de ces animaux. On se rapproche de l'archipel. Puis après on va au sud comme le... Ça marche. Ce matin, le biologiste François Galli et son équipe d'étudiantes bénévoles sont à la recherche d'un groupe de dauphins qu'ils observent régulièrement pour comprendre son évolution. Pour trouver les animaux, il faut être patient. L'attente peut durer plusieurs heures. Quelle distance? Comme ça.
Là, d'accord, vu, oui. Je vais voir. À 200, 300 mètres. Aujourd'hui, les passionnés ont de la chance. Les premiers ailerons apparaissent après une demi-heure de prospection. Après des années passées à observer les dauphins, François Galli a mis au point une technique pour ne pas les rater. Pour les repérer plus facilement, c'est poser son œil sur l'horizon. Comme ça, on a vraiment le champ d'observation le plus large. On va chercher un point précis. Voilà. On agrandit son champ le plus possible. Et là, dès qu'il se passe quelque chose sur l'eau, l'œil est attiré. Très vite, tout le groupe entoure le bateau. Le Tursiops, l'autre nom du grand dauphin, peuple toutes les mers du globe. La Méditerranée, les eaux froides des océans et les eaux chaudes des Caraïbes. Pour les compter, François utilise la photo-identification. Pendant la rencontre, il faut faire vite et prendre une image de la nageoire dorsale lorsque l'animal sort pour respirer. Chaque dauphin a un aileron unique. Là, le petit groupe qu'il y a ici, par exemple, il y a des jeunes, ils ont vraiment un aileron tout lisse, très clair. Et les adultes, ils ont un aileron, beaucoup plus gros évidemment, mais aussi avec des griffures, des entailles, des encoches. Et toutes ces marques-là, ça va nous permettre de les identifier, vraiment de les différencier les uns les autres. Ouais, il est très marqué, lui. Ouais. Les marques qui se font entre eux, c'est des marques d'activité entre eux, donc ils se mordent, c'est vraiment que des griffures qui sont faites avec des dents, avec leurs dents. En identifiant chaque individu, François est capable d'estimer la population et son évolution. Au niveau de toute la côte ouest, Cotentin, donc baie du Mont-Saint-Michel, on évalue à 450 dauphins qui vivent en continu dans cette zone. Donc ils se nourrissent, ils se reproduisent, ils sont vraiment tout le temps présents ici. Ce qui fait une des plus grosses populations européennes. Aujourd'hui, le biologiste a pris une quarantaine de photos du groupe. Elles seront comparées avec les centaines de clichés existants et confirmeront la stabilité de l'espèce dans la baie. Un peu plus tard, François s'apprête à immerger un hydrophone à 20 mètres de profondeur. On passe devant, nous ? Ce micro étanche lui permet d'écouter les dauphins et de décoder leur langage. Faut pas que tu sois emmêlé dans quoi que ce soit. Là, l'hydrophone, de toute façon, il est relié, c'est bon. Là, doucement. Vas-y, faites-le. Avec cet appareil, il va pouvoir enregistrer pendant 1 mois les sons émis par les animaux. François fait découvrir aux bénévoles des sons de dauphins enregistrés récemment par un autre micro. Les différents sons qu'on va pouvoir retrouver, c'est les bruits, des clics qui vont permettre aux animaux de se repérer, de savoir où ils sont, de savoir se repérer leur proie et chasser leur proie. Et après, donc tout à l'heure on a entendu des sifflements, il y a ces espèces de bruits là assez étonnants. Donc ça c'est des sons après qui vont leur permettre de communiquer entre eux et de donner des informations les uns envers les autres. L'acoustique sous-marine est un bon moyen de comprendre l'impact des activités humaines sur ces mammifères. Eux, ils utilisent le bruit pour se repérer, pour chercher leur proie, pour communiquer entre eux. S'ils vivent dans un milieu qui est plus bruyant qu'eux, ils vont plus s'entendre. Donc ils pourront plus communiquer, ils pourront plus se nourrir facilement. Donc ça, avec le temps, ça peut vraiment devenir une gêne assez forte. François Galli reviendra récupérer dans 1 mois le micro posé aujourd'hui. Et là, physiquement, si vous demandez ça à des randonneurs, physiquement, c'est vraiment éprouvant. Au même moment, près du mont,
le temps presse pour un autre défenseur des animaux. Patrice Trèche, guide dans la baie, a été formé pour récupérer les mammifères marins en difficulté. Ça va, Bouille? Il part en mission de sauvetage avec un ami. Un jeune phoque vient de s'échouer sur un banc de sable. Pile poil. On est trop loin. Si, c'est bon, ça bouge. C'est lui. Hein. C'est lui, c'est certain. C'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais, non, c'est bien. Oh, excellent, regarde ça. Génial, génial, regarde ça. C'est vraiment une bouille, c'est vraiment extraordinaire. En plus, quand on voit le bout de cordon qui est là, par contre, il est vraiment tout jeune. Hein. Il y a quoi, il y a 3-4 jours. Ce phoque fait partie de la quarantaine de veaux marins qui vivent dans la baie. On compte chaque année une dizaine de naissances. Ces animaux, très sauvages, sont parfois dérangés par les activités humaines. La mère a probablement pris la fuite. Trop faible, le petit n'a pas réussi à la suivre. Par rapport à un mammifère, la maman phoque veau marin n'est pas forcément une bonne mère, car si le petit ne la suit pas, il n'ira pas le chercher non plus. Pas trop les déranger non plus. Et parce que là, bon, il est bien portant. Hein. Il est vraiment bien portant parce que... À cet âge, ce juvénile n'a aucune chance de s'en sortir. La prochaine marée l'aurait emporté et il serait mort de faim. Patrice ausculte rapidement le petit. Ah bah, c'est les jeunes veaux marins, c'est très dur, mais je pense que c'est une femelle. Quand ils sont tout petits comme ça, c'est très dur. Là, vous voyez, il est bien vivace, donc là, le but, pour pas trop lui faire de mal, on le prend, on le met dans la caisse, et là, petit bonhomme, il est tranquille. C'est le 3e sauvetage que le guide effectue cette année. Alors, ce genre d'action au cœur de la baie comme ça donne vraiment un sens à un petit peu à notre rôle dans la baie, un sens à sa vie quelque part, quoi. Le jeune phoque est sauvé. Il va partir au centre de soins du Havre où il sera nourri pendant 4 mois. Il sera réintroduit ici et retrouvera ses congénères. Entre la pointe du Groin, les prés salés et les falaises granitiques de Granville, la baie du Mont-Saint-Michel offre des paysages variés. Depuis 15 ans, c'est une autre association, la Maison de la Baie, qui étudie et protège cet écosystème. Près de Cancale en Bretagne, à l'extrémité ouest de la région, les plages sont classées Site Natura 2000. Les ornithologues surveillent constamment ces lieux de migration et de reproduction pour des dizaines d'espèces d'oiseaux protégés. À Chéruex, ce matin, Jean-Michel Lair compte les nids d'un petit échassier emblématique de la baie, le gravelot à collier interrompu. Là, je regarde s'il n'y a pas l'oiseau de l'eau. Il est accompagné de Lucie Michaud, une étudiante en médiation nature. Difficile de le repérer à cette distance. C'est un petit peu derrière, il me semble. Tu crois? Il me semble. Je sais pas s'il est visible d'ici. Le gravelot est une espèce fragile. Il niche à même le sol sur la plage. Ses œufs sont à la merci des prédateurs, des grandes marées et des promeneurs. Alors pour repérer les nids, les naturalistes ont mis au point une technique. On observe l'adulte se lever de nid et ensuite il revient au nid et quand on le voit se poser, on sait qu'un nid est là. Donc, sinon on ne pourrait pas trouver le nid simplement en regardant le sol et en marchant, ça c'est impossible. On va se méfier parce que normalement il doit être là. Hein. Oui. Ah, il est juste là. Hein. Il est tout proche. Ouais. En nichant au sol, les œufs se confondent avec le sable et les coquillages qui parsèment la plage. Normalement, il est là. Là, ça y est, j'ai retrouvé. Tu l'as retrouvé? Il est là. Ah, il est là. Voilà. Ça en dit long sur sa capacité à se fondre dans son environnement. C'est aussi sa force. Sa force dans le sens où c'est sa façon à lui de se protéger des prédateurs. Mais c'est aussi sa faiblesse parce que du coup, les gens ne le repèrent pas, ne connaissent pas l'oiseau et n'imaginent pas qu'en marchant sur le sable, ils peuvent écraser son nid. Le littoral de la région est un lieu de promenade très fréquenté par les randonneurs. Autant de risques pour les nids des gravelots.
Les gens que l'on voit marcher là sont plutôt des gens qui présentent une bonne attitude. C'est-à-dire, on ne marche pas sur le banc de sable au nid chez les oiseaux, on marche dans le bas du banc de sable. La limite, c'est celle qu'on appelle des laisses de mer. Ce sont des dépôts marins faits d'algues, de débris marins, de coquillages. Donc cette zone qui est en dessous des laisses de mer n'est pas utilisée par les gravelots ou de façon exceptionnelle. Donc là, on peut marcher. Au-dessus, eh bien, il faut mieux l'éviter. Il faut mieux l'éviter pendant le printemps, c'est-à-dire pendant la période de reproduction. À quelques centaines de mètres des nids des gravelots, des dizaines de volontaires s'activent. Dans quelques jours, les plages de Cheruex vont accueillir un événement, la Coupe du monde de char à voile. Pour protéger la vie sauvage à proximité des épreuves, des bénévoles balisent les lieux. Non, redonnez un coup quand même dessus, je pense. Je suis pas sûre. Lucie et Jean-Michel viennent vérifier la mise en place des protections. Alors Naïk, ça se passe bien? Oui, ça va. L'installation se continue très bien. Ouais. Pas de soucis. Il y a quand même de sacrées longueurs à placer. Oui. T'as quelle distance au total? C'est important. Hein. Au total, depuis la digue? Ouais. Alors depuis la digue, là, jusqu'à l'espace public, on aura 7 km de rubalise installée. Ouais, c'est important. Tous les bénévoles viennent des villages qui entourent la baie. On a une somptueuse baie, il faut la respecter. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, pour les gravelots, pour toutes sortes d'oiseaux. Et nous, on est bien contents de faire ça. 3 jours plus tard, briefing des pilotes avant les premières courses sur la plage. Bonjour à tout le monde, good morning, guten morgen, buenos dias. Je vous rappelle que nous sommes dans la baie du Mont-Saint-Michel et que c'est une baie qui est protégée. C'est un site non seulement extrêmement visité, mais c'est un site protégé. On est sous la dénomination Natura 2000. Ça veut dire en fait qu'il y a des zones pour nous pilotes et piétons qui sont interdites au parking des chars à voile ainsi qu'à la marche. Je vous demande donc de les respecter scrupuleusement. Thank you very much for the nature. Merci beaucoup pour la nature. OK? Come on pilots and bonne journée. Attention! 320 pilotes, hommes et femmes venus de 25 pays vont s'affronter à marée basse pendant une semaine. Un terrain de jeu unique. Ces bolides ultra légers peuvent atteindre la vitesse de 110 km/h. Jean-Michel et Lucie sont aux premières loges pour assister au spectacle. Afin d'informer le public et de surveiller le site, ils sont aidés par 12 médiateurs, tous formés par la Maison de la Baie. On pense que le char est un sport écologique, mais le passage des voiles provoque des dérangements sur les populations d'oiseaux. Éventuellement, s'il y a des phoques à proximité, ils peuvent être dérangés aussi par la présence des chars. D'autant plus que les chars vont très vite, donc ils ont un pouvoir stressant qui est très fort sur les populations animales. Un public discipliné est venu encourager les pilotes. La journée touche à sa fin. Jean-Michel est rassuré pour les nids de gravelots. Moi, je trouve que le public est respectueux des consignes. Ça se passe quand même très bien. On ne voit personne en dehors des zones qui ont été balisées. Ça veut dire aussi que les aménagements qui ont été conçus ont été bien vus. Et que le système fonctionne. Donc non, c'est bien, on est satisfait. C'est aussi la fin de la journée au Mont-Saint-Michel. Bonsoir messieurs, dames, je vais vous demander de rejoindre l'église car nous fermons l'abbaye.
Les agents de sécurité ont 1 heure pour évacuer l'abbaye. Et une vingtaine de portes à refermer tous les soirs. Bonne soirée. Les derniers visiteurs quittent le monument. Il rouvrira demain à 9 h. Au même moment, les moniales qui vivent sur le mont partent pour une marche à pied sec dans la baie. Une randonnée qu'elles ne font qu'une fois par an. Elles sont accompagnées par Romain Pilon. Le guide va leur faire découvrir quelques secrets de la baie. Je vais vous montrer au niveau de la rivière les endroits où on peut traverser et où on ne peut pas traverser. C'est parti pour 4 heures de marche. Un moment de détente pour les sœurs qui vivent en permanence sur l'îlot. Bon, on a besoin déjà physiquement parce qu'on est toujours en train de monter et de descendre. En plus, on est toujours dans le granit. Donc on a besoin de voir. Alors bien sûr, là c'est le sable, mais quand on se retourne, c'est du verre. On a besoin de voir du verre. On a besoin de voir aussi... Alors l'espace, on l'a, mais là vraiment, c'est tout le corps qui vit dans cet espace et qui marche. Romain explique aux sœurs les règles pour traverser en toute sécurité. Ici, le danger, ce sont les sables mouvants. Alors, là, il y a des sables mouvants, par exemple, vous voyez? On ne peut pas y aller. Ah bah bien, qui est-ce qui veut y aller? Vas-y, Florence, y aller. Hop, hop. Vous voyez, en fait, à une poche d'eau sous cette couche de sable et d'argile. Si on reste longtemps, là, au bout d'un moment, eh ben, on va vraiment casser la couche de sédiment et s'enliser. Ça y est, j'ai cassé le truc. Et tu sens l'eau froide? Là, tu vas commencer à bien t'enliser. Donc, comment? Faut que tu te mettes à genoux. À genoux, on a dit. Regarde-moi. Regarde, bouge le pied comme ça pour le ressortir. Bouge le pied, il faut que tu te mettes carrément à genoux. Vous ne partez pas? Vas-y, donne-moi la main. Voilà. Allez. Voilà. À genoux devant le guide. Attends, comment je fais avec mon pied? Dans la baie, ça va peut-être être difficile pour vous, il ne faut faire preuve d'aucune solidarité. Ah bon, on est bien. Ça va être difficile. Ça va être difficile pour vous. Je pense. Non mais c'est, en fait, je dis ça en blaguant, mais quand une personne s'enlise, si tu viens l'aider, tu vas t'enliser aussi. C'est pour ça que c'est dangereux lorsqu'on est en groupe de se balader dans la baie. Et c'est pour ça que lors des pèlerinages, voilà, il y avait certainement des accidents parce qu'en fait, ils arrivaient en groupe vers le Mont-Saint-Michel, donc c'était beaucoup plus dangereux. Encore 3 heures de marche pour Romain et les sœurs. Ils rentreront avant la marée haute, dans la nuit. Au même moment, pour profiter de la lumière du soir, le conférencier François Saint-James se dirige vers la partie la plus inaccessible du mont, la Flèche. La Flèche, un balcon circulaire suspendu entre ciel et terre. Une vue époustouflante à 140 mètres d'altitude. J'aime beaucoup monter ici, même si je ne fais pas très souvent, parce que voilà, on est comme en apesanteur dans cette flèche. C'est un moment de beauté à nul autre pareil au monde. C'est un grand privilège que j'ai. On ne peut pas être plus haut. On perd la notion du temps comme on perd la notion de distance dans cette baie extraordinaire. Et puis, au fond, là-bas, hein, la mer. Voilà. C'est ce qui est magique dans ce rocher, c'est qu'on est à la fois dans l'éternité, puis on a l'impression que le monde tourne autour de nous. Il y a presque une ivresse des hauteurs.